Ant-Man and the Wasp Quantumania a une grande histoire quand même, il faut pas se le cacher. De base, quand il a été annoncé, on était tous très hypés, on l'a attendu pendant très longtemps parce que lorsqu'on a appris que Kang, le grand méchant de cette saga, allait apparaître dans ce film, on s'est dit, ça y est, c'est là où on pose les bases, c'est là où ça commence vraiment. Ensuite, il y a eu des premiers retours américains qui parlaient de ce film comme étant une masterclass incroyable, avec quelques jours après des retours français presse, cette fois, qui disaient que c'était pire que Thor 4. Et ça y est, j'ai vu le film, et en vrai, c'est pas si terrible. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir avec et sans spoiler dans cette vidéo sur Ant-Man and the Wasp Quantumania, premier film de la phase 5 du MCU, que j'attendais comme beaucoup énormément, j'avais très peur, et avant toute chose, avant de commencer, parce qu'à chaque fois on me sort la même chose, quand j'évoque des déceptions, quand j'évoque des choses qui sont bien, non mais c'est parce que vous avez des attentes trop démesurées, c'est pour ça que je fais une vidéo attente finale, qui sort juste avant la critique, pour que vous sachiez un petit peu mon point de vue par rapport aux attentes que j'avais. Je dois dire qu'en vrai, j'avais des attentes qui étaient plutôt raisonnables, plutôt justes. Même, il y a beaucoup de choses dont je parle dans cette vidéo qui se réalisent dans ce film. Et des choses à l'inverse où, ouais, t'es un petit peu déçu. Tout n'est pas parfait. Je pense notamment, forcément, moi, le premier point, c'est les effets spéciaux. Il y a des moments, ça pique vraiment les yeux. MODOK. Voilà, c'est le maître mot. MODOK, c'est pas le fait qu'il soit moche. Parce que MODOK est moche, on s'en fout, MODOK est moche dans les comics, il y a aucun souci. Mais il est mal produit, si vous voulez, il est mal fait, son visage est mal fait, et c'est grave pour MODOK, vraiment, c'est fou que tu te dises dans un blockbuster avec ce budget-là, surtout que c'est pas un personnage qui apparaît genre énormément, quoi. Tu peux te dire, bon, tu mets un peu de budget sur MODOK et tout, et du coup, ouais, ça fait un petit peu mal, ça pique les yeux, si vous voulez. Après, par contre, les effets spéciaux en général du film sont pas ouf. Il y a des moments, tu vois clairement The Volume, donc vous savez, cette fameuse technologie avec les écrans LED derrière utilisés depuis The Mandalorian, ça a beaucoup été utilisé dans ce film, et il y a des moments où tu le ressens. Et des moments où tu ressens aussi le fond bleu. Tu le vois même, c'est un petit peu flou sur les bords des personnages. Mais en vrai, je vais vous dire un truc, c'est pas très grave selon moi, parce que je trouve que la direction artistique du film rattrape énormément les lacunes des effets spéciaux. On tombe tellement dans un monde qui va, je pense, très divisé. Le monde, la zone quantique, je pense que soit vous allez adorer le délire, soit vous allez détester, c'est un petit peu comme Thor Ragnarok finalement, où on arrive dans une planète très, j'en sais rien, colorée, excentrique, etc., avec leur propre délire et tout. Quantumania, c'est un petit peu ça aussi dans un tout autre genre, soit on aime, soit on déteste. Et de mon côté, j'ai vraiment adoré la vie dans la zone quantique, les couleurs, les idées, il y a des trucs où tu te dis presque ça pourrait être Taika Waititi qui réalise ça, et je sais qu'en disant ça, ce n'est pas gage de qualité pour vous. Mais ça passe plutôt bien, pour être honnête. J'ai adoré la zone quantique. Et en vrai, ça reste un film Ant-Man. Voilà. Et ça, on s'y attendait un petit peu. Ça reste un film, oui, qui va introduire le grand méchant de la saga. Non, qui ne va pas présenter des enjeux pour tout le reste du MCU. Ça va présenter des petites pistes. Mais ça va déjà présenter beaucoup plus de choses que, par exemple, Black Panther Wakanda Forever. Voilà. Ou même que la plupart des derniers projets Marvel depuis Doctor Strange 2. Doctor Strange 2, pour moi, c'était le dernier film Marvel qui teasait un petit peu plus, on va dire, sur la suite du MCU. Et depuis, c'est vrai que ça s'était un petit peu stoppé, même dans les séries. Donc Ant-Man, en fait, c'est un film Ant-Man. C'est un film familial. Tu ressens vachement le délire avec Ant-Man, sa fille qu'il veut protéger, Janet, Hope, Hank. Tu ressens un petit peu tout ça, mais c'est un petit peu mal équilibré. Et l'analyse que je peux faire, c'est que, selon moi, le premier film Ant-Man, c'était un film qui était centré sur Hank Pym et Ant-Man. Voilà, la relation mentor-élève, Jedi-Padawan, tout ce que vous voulez. Le second film, c'était beaucoup plus, en fait, du Hope Ant-Man, parce que là, on développait Hope en tant que la guêpe, sa relation avec son père, etc. Et ce troisième film, c'est Ant-Man, sa fille, en fait. Et le problème, c'est que, même si ici, dans ce film, on a beaucoup de concentration, je trouve, sur le personnage de Janet, parce que forcément, j'en avais parlé dans ma vidéo attente, en fait, mais Janet a un rôle plus important que dans le second film, dans le second volet en tout cas. C'est mal équilibré, genre derrière, Hank, il sert vraiment à rien, et j'ai même eu l'impression, par exemple, avec Hank Pym, de retrouver un tout autre personnage, c'est-à-dire que dans le Ant-Man 1 et 2, Hank Pym est vachement aigri, très sérieux, droit dans ses bottes, la science, fait attention aux petits détails, vraiment minutieux. Et ici, il fait des trucs, mais tu te dis, mais c'est pas le même personnage. T'as l'impression qu'il est parti en mode, bon,
Moi j'ai taffé, maintenant c'est aux jeunes. Moi je suis en mode retraite les gars. Venez pas me faire chier avec vos trucs de zone quantique, je sais pas trop quoi. Moi je fais mes bails, tu vois. Et t'as l'impression qu'il est un peu en mode, pas baba cool, mais très relâché par rapport au second volet. Ça peut être assez perturbant par moment. Alors oui, du coup, parlons de Kang. On va parler de Kang évidemment. Kang, écoutez, c'est un bon méchant pour ce film. Mais c'est peut-être pas le méchant emblématique qu'on pouvait espérer. Dans le sens où on sent clairement avec ce film que cette version de Kang, en gros, ça va potentiellement pas être celle qu'on va retrouver plus tard ou d'une autre manière, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un méchant qui a l'ambition d'être un méchant de film Ant-Man, et selon moi, c'est un méchant bon, qui fait un peu plus méchant quand même que dans le premier film, donc avec Yellow Jacket, parce que c'est un méchant qui est beaucoup plus puissant même, hein, quand même de base, Kang est très très puissant dans ce film, et ça, on te le démontre bien. Jonathan Majors, vraiment crève l'écran, ça y a aucun souci, mais je pense qu'il est un petit peu mal dirigé parce que des fois il y a des espèces de surjeux, mais je pense pas que ça vienne de lui. Des fois vraiment on veut te montrer une scène où Kang va se taper, je sais pas, un monologue sur la vie, on va dire, et il part d'un coup en mode très expression faciale dictatoriale, voilà, il prend son poing et le tape contre la table en gros, et c'est bizarre. C'est bizarre, ça sort de nulle part presque, et donc je pense qu'il a été mal dirigé, et j'ai l'impression aussi que il y a beaucoup de choses qui ont été coupées au montage de ce film. Il y a des scènes des fois qui sont coupées, t'as l'impression en plein milieu, tu repasses à une autre scène après, c'est un petit peu brouillon par moment. Donc le montage est assez chaotique, j'ai l'impression. À côté de ça, on est sur un film qui se fait quand même un peu plus mature que les deux premiers Ant-Man, moi je trouve. On sent déjà, rien qu'avec Scott Lang, qu'il a pris en maturité. Maintenant, il a sa fille, c'est sa priorité, il veut la protéger. Il culpabilise aussi un petit peu d'avoir manqué un peu de temps avec elle par rapport au fait que c'était un Avengers, ou par rapport au fait que il a été en tôle tout simplement. Et donc ça tu le ressens bien, mais t'arrives quand même à garder la patte Scott Lang, ça c'est plutôt cool. Le personnage lui ne change pas par contre, il a ce côté où il est responsabilisé, mais à côté bon, il fait toujours ses blagues, c'est toujours un enfant dans sa tête, il y a toujours cet humour, et l'humour en vrai fonctionne plutôt bien. Alors il y a 2-3 scènes qui sont assez lourdingues, voilà je vais pas avancer plus que ça pour ne pas spoiler, mais ça concerne notamment, on va dire, le peuple de la zone quantique. Il y a 2-3 scènes où vraiment ils font la vanne, mais ils insistent après pendant 800 fois dessus, et ça en devient genre ridicule du coup. Mais en général, l'humour fonctionne bien mieux par exemple que dans Thor 4. Moi j'ai vraiment ri devant ce film, le film m'a fait rire, parce qu'en fait tu sais qu'avec un film Ant-Man tu vas rire quoi. C'est pas genre Thor, où t'as une attente, où tu vas par exemple vouloir avoir le dieu du tonnerre qui va tout casser, etc. Ant-Man, tu sais que par définition, Ant-Man c'est un mec qui est attachant, qui nous fait rire depuis le début si on veut. Donc en vrai, quand il y a des petites vannes comme ça qui volent pas très haut, c'est vrai, hein, mais qui je trouve sont plutôt bien trouvées, qui sont cool, qui sont sympatoches. Voilà, oui j'ai dit sympatoche en 2023. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film? La musique est pas si marquante que ça. C'est dommage parce que la BO de Ant-Man 2 pour le coup était vachement marquante et incroyable, et bon là c'est pareil, ils ont pris une version remix on va dire de Ant-Man 2, mais bon voilà, elle est pas si marquante que ça. Et en termes d'iconisation de personnages, moi je trouvais ça vachement important pour Kang notamment. Ça va, ça fait le taf, très franchement, tu sens le délire, tu sens qu'il est puissant, ça présente un petit lore derrière on dira. Voilà, je pense que le principal avec ce film, et je pense que c'est là où voilà, les gens vont potentiellement être déçus, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'attentes concernant le MCU en général, son lien avec les 4 Fantastiques, voilà, tout le multiverse, etc. Et en fait, on a oublié dans tout ça que c'était un film Ant-Man, les gars. Et c'est ça le plus... C'est ça en fait la vérité. Et en vrai, si tu vas voir le film en te disant juste ça va être un film Ant-Man, tu vas être, je pense, agréablement surpris. Par contre, si tu t'attends avec ce film à voir un truc de malade mental qui va remettre tout le MCU en question, où tu vas sentir le gros banger, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Et aussi, il y a 2 scènes post-crédit qui sont très sympas. Voilà. Alors là aussi, n'ayez pas des attentes disproportionnées, mais il y a 2 scènes post-crédit qui sont plutôt sympas. Donc écoutez, je vais passer en partie spoiler. Voilà, je voulais vous donner mon avis. Je trouve que Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si on n'a pas des attentes déproportionnées, est un film sympa du MCU. Ça fait le café, ça reste un film Ant-Man, tous les films Ant-Man ont fait le café. Bon, allez, Ant-Man 2, un petit peu moins, on est bien d'accord. Quoique maintenant, quand tu le revois Ant-Man 2, alors que t'as eu She-Hulk, Moon Knight, etc. depuis, bon,
c'est un peu mieux. T'arrives à remettre en considération certains projets que tu trouvais horribles avant. Mais en vrai, Ant-Man 3, ça passe. Voilà, je trouve que, je dirais pas que c'est le meilleur de la trilogie, parce qu'Ant-Man 1, moi je trouve que c'est une très très bonne origin story, et c'est difficilement comparable du coup, parce que comparer une origin story à un troisième film, je trouve ça bizarre. Mais ça se défend très bien. Ça se défend très bien dans le genre. Oui, les effets spéciaux sont pas ouf, mais il y a une direction artistique, une réalisation avec... Il y a un plan séquence aussi à un moment, un plan séquence un peu déguisé, mais il y a un plan séquence. Il y a des idées, il y a du potentiel, et t'as l'impression que cette zone quantique, ça va se poursuivre, et je le dis là, mais je pense qu'il va y avoir une série. Encore une fois, à chaque fois qu'on va voir un film, on se dit « Oula, ce peuple, ou ce personnage, ou ce truc, ils peuvent faire une série là-dessus. » Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Donc écoutez, allez voir le film et dites-moi votre avis en commentaire là-dessus, évidemment. Et puis nous, c'est parti, on passe en partie spoiler. Partie spoiler, on va commencer par les 2 scènes post-crédit, hein, forcément, même si potentiellement qu'on aura le temps de développer tout ça dans une autre vidéo un peu plus théorie, un peu plus réfléchie, parce que là vraiment je tourne cette vidéo à chaud de ouf. Donc la première scène post-crédit, on voit, on va dire, les trois variants principaux, on va dire les 3 leaders variants principaux de Kang, où tu apprends que c'est eux qui l'ont exilé, etc. Et avec ce fameux visu, avec le conseil de Kang qui est d'ailleurs très comics accurate. Alors pour le coup, je sais pas comment me diriger là-dessus en termes de théorie, parce que pour l'instant, je n'imagine pas un film final avec plein Kang contre une armée d'Avengers en fait. Pour moi, il faut un méchant iconique, et je pense que le Kang donc de la fin d'Ant-Man 3, qui se fait désintégrer, on va dire, je pense qu'il va revenir. Parce qu'en plus, la manière dont il meurt, c'est exactement la même manière plus ou moins que MODOK, que Yellow Jacket à la fin de Ant-Man 1, et il est de retour ensuite. Donc là, vu que c'est un petit peu le même principe, mais pas la même technologie qui est utilisée, je vois mal le Kang d'Ant-Man 3 ne jamais revenir, parce qu'en plus, quand tu regardes le look des costumes, en fait, de tous les Kang que l'on a dans le conseil de Kang, que ce soit les principaux, les plus secondaires, et que tu regardes celui de Ant-Man 3, le plus comics accurate, le plus proche physiquement de ce qu'est Kang dans les comics, grand méchant, etc., c'est le Kang d'Ant-Man 3, en fait. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de vendetta, qu'il va revenir beaucoup plus puissant, badass, ou qu'il va monter un plan. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que Ant-Man a été finalement le point de départ à Endgame. C'est lui un petit peu qui a découvert tout ce qui est zone quantique, qui s'en est servi ensuite pour... voilà, c'était lui ou le rat, selon les avis. Ça peut être le rat aussi, avec la fameuse facilité scénaristique. Mais Ant-Man a été le levier scénaristique, on dira, à Avengers Endgame. Et là, ça va potentiellement être le levier scénaristique à la fin... voilà, à l'Infinity War bis, on dira l'Infinity War, mais de cette saga-là, puisque Kang lui dit, écoute, si j'arrive pas à sortir de cette dimension quantique, ton univers, en gros, il va être foutu, quoi. Donc à la fin, il y a vraiment ça, avec une scène... Attends, mais peut-être qu'il avait raison, etc. Une scène qui fait très forcée, qui est très bizarre aussi, t'as l'impression qu'on te prend aussi pour un teubé, parce qu'on te dit, regarde, on te met le doute que Kang n'est peut-être pas mort. Alors tu te posais déjà la question, tu vois. Mais on ne prend pas vraiment pour un débile, parce que, en fait, c'est la stupidité de Scott Lang qui ressort, en fait. C'est sa personnalité qui est comme ça, où il parle beaucoup trop, il va se poser 36 000 questions, etc. Donc, pourquoi pas? Même si cette scène, à la fin, je l'ai trouvée un petit peu hors contexte, on dira, un petit peu différente du reste du film, filmée bizarrement. J'ai l'impression que ça peut même être un reshoot, parce que je me rappelle quand Ant-Man 3 avait subi des reshoots, et ces reshoots, justement, c'était... un Scott Lang qui était dans cette chemise en train de marcher, donc je pense que voilà, la fin du film, c'est peut-être les dernières scènes qui ont été tournées ou changées au dernier moment, donc pourquoi pas. La seconde scène du coup post-générique, c'est Loki, Mobius et un autre variant de Kang, Victor Timely, si je me rappelle bien, où là les gens ont peut-être bugué, je pense, en voyant Victor, parce qu'ils ont peut-être pensé à Victor Von Fatalis, en fait, donc Docteur Fatalis dans les comics, Docteur Doom, et c'est vrai que beaucoup avaient des attentes par rapport aux 4 Fantastiques, donc je me dis que ça n'a pas été mon cas, mais peut-être que des gens ont été déçus du coup en voyant que c'était un autre variant de Kang. Donc ce variant de Kang qui sera présent dans la saison 2 de Loki, et ça en vrai on le savait, puisque ça avait plus ou moins fuité, bon c'était de la rumeur, mais je crois que c'était Dan Richman qui nous avait partagé ça, et je vous en avais
pas fait de vidéo d'ailleurs pour le coup, mais on savait qu'il y aurait un variant de Kang dans Loki qui venait du passé en fait. Et c'est exactement ça, on a l'air d'être sur une espèce de magicien génie, on dira, qui utilise en fait sa technologie, sa science pour gagner sa vie, pour distraire. Et il me semble que la rumeur disait qu'il voulait voler un truc pour changer l'univers en fait dans la saison 2 de Loki, donc on verra. En tout cas ça a l'air d'avoir des enjeux assez particuliers parce que même Loki, qui de base est un méchant, là on le voit un petit peu, du coup ça fait extrêmement plaisir mine de rien, mais il a l'air vachement d'être tourné en mode héros, il faut sauver absolument l'univers, etc. Donc on va clairement être avec cette saison 2 de Loki sur une espèce de rédemption finalement. Donc écoutez, les scènes post-crédits, je les ai trouvées assez cool, on va dire. Ça nous laisse un petit peu théoriser sans pour autant en dévoiler trop. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en vrai pour l'instant, mais il se peut que dans les prochains jours, on développe tout ça autour de vidéos théories. Et enfin, je voulais revenir un petit peu sur MODOK. MODOK qui est, pendant tout le film, ridicule, mais qui en fait, c'est pas vraiment son souci selon moi. Parce qu'en fait, MODOK dans les comics a toujours été ridicule. Le problème, c'est qu'à côté, il est ridicule, mais il est très intelligent. Et ça, tu le ressens très bien. MODOK, c'est un ordinateur sur pattes, par définition. Donc c'est un mec, il a toujours un coup d'avance, et même si il est totalement ridicule parce qu'il a un ego surdimensionné, ou parce qu'il est totalement à côté de la plaque en termes de caractère, à côté il arrive à en être très menaçant, parce qu'il voit toujours les choses venir, etc. Et dans ce film, pour moi, le plus gros raté de MODOK, bon, hormis la 3D, c'est vraiment le fait qu'il est con. Il est vraiment, vraiment très con, il est abruti au complet, et le pire c'est que c'est même pas raccord, quoi. Je veux dire, le Darren Criss dans Ant-Man 1, c'était quand même un scientifique, un chef d'entreprise, il avait de la suite dans les idées, qui n'était pas forcément une très bonne suite, mais une suite quand même. Ici, MODOK, c'est que des sensations très primaires, comme la vengeance, voilà, c'est tout en fait. Je trouvais des sensations très primaires, mais en fait il n'y en a qu'une. Et c'est un petit peu ça que je regrette, c'est vraiment ça. Après au niveau de la voix, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi à un seul moment. C'est un moment donc où il se présente et il dit qu'il s'appelle MODOK, et c'est le plan qui est dans la bande-annonce, on le voit s'élever dans les airs, et là sa voix part beaucoup dans les aigus robotisés, on dira, et j'ai trouvé que sa voix rappelait beaucoup celle de Marvel's Avengers par exemple, ou même des dessins animés, parce que MODOK, de ce que je sais, a une voix un peu nasillarde, aiguë, on dira, donc là c'était bien, mais par contre j'ai pas du tout compris le délire de nous faire enlever le casque à chaque fois de Yellow Jacket, enfin de MODOK. Je me dis justement, on en avait parlé pendant la réaction trailer, j'avais dit, s'ils mettent un casque, c'est très probablement parce qu'ils veulent pas utiliser beaucoup d'effets spéciaux sur le visage, sur la 3D, etc. Et ils auraient dû clairement laisser le masque, parce qu'en vrai le masque rendait plutôt bien en live action, et si j'avais été eux, je l'aurais juste un peu articulé au niveau de la bouche, comme ça il pouvait garder son masque en parlant, ça ferait pas bizarre, parce que je pense que c'est pour ça en vrai qu'ils enlevaient le masque à chaque fois, c'est parce que quand il commençait à parler, mais avec le masque il bougeait pas, c'était bizarre, t'avais pas l'impression que c'était un personnage live action en fait. Mais je pense que MODOK s'en serait mieux sorti si déjà il avait eu le masque tout le temps sur lui, et surtout s'il avait été plus intelligent, quoi. Parce que ok, il peut être au service de Kang, y a pas de souci, mais de là à ce qu'il soit totalement teubé, tu vois, moi j'imaginais derrière un truc en mode il a un plan, ou il veut devenir maître de la zone quantique, tu sais. Ça aurait pu être une bonne idée que Kang se casse et que ce soit et que le deal c'est que ce soit MODOK qui reprenne, je sais pas, la dimension et qui recrée un truc derrière ou autre, qui crée Lame par exemple dans la zone quantique. Ça pouvait être intéressant. Mais au final ils en ont pas fait grand chose, je sais même pas à quoi MODOK sert pour être honnête. Parce qu'en plus il sert juste de mercenaire, quoi. Il est envoyé par Kang pour aller capturer notamment Scott Lang et Cassie à un moment. Sauf que tu sais pas vraiment à quoi il sert parce qu'il y a déjà toute une armée de soldats qui est là et qui aurait pu très bien faire le taf. Donc c'était vraiment pour nous mettre MODOK, vraiment pour nous remettre Yellow Jacket. Et en plus c'était même pas utile parce que cette fameuse vendetta, moi je me suis dit bon ils vont remettre MODOK, il va quand même reprocher de ouf à Ant-Man de l'avoir envoyé dans la zone quantique, etc. Et en vrai, c'est quoi? C'est deux phrases. Il lui dit, tu ressens pas vraiment les enjeux, tu vois que même Ant-Man, qui est une blague déjà... Ant-Man, je l'aime bien, mais Ant-Man, c'est déjà une blague dans le MCU. Et même la blague, elle prend MODOK pour une blague. Donc c'est ouf, quoi, tu vois. Et donc c'est dommage. Le plus gros raté, selon moi, on parle beaucoup de l'aspect physique, mais le plus gros raté, c'est vraiment sa débilité, son caractère et son manque d'enjeu. Oui, MODOK est totalement raté,
mais c'est pas forcément que à cause des effets spéciaux, même si forcément ça y joue pour beaucoup. Du coup, concernant Cassie maintenant, c'est vrai que Cassie, j'ai adoré son personnage, mais je le trouve un peu vu et revu, un peu cliché. C'est vraiment l'adolescente militante, à l'esprit de contradiction, qui va manifester pour tout et n'importe quoi, même pour les gens qu'elle connaît pas ou les causes qu'elle ne connaît pas. Là, c'est pareil, à un moment dans la phrase, elle dit, elle parle à son père et elle dit, tu sais papa, c'est pas parce que une cause ne te tient pas à cœur qu'il ne faut pas la défendre. Bah si, en fait. Quand tu t'en fous d'une cause, tu vas pas aller t'en mêler. Que les gens fassent ce qu'ils veulent, bah oui, c'est une différence ça. Mais tu vas pas les manifester pour un truc dont tu t'en bats la race. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre quoi. Et elle est juste là en fait pour faire chier le monde, on va dire, entre guillemets, parce qu'ensuite elle reste très attachante évidemment. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal. Et je plaisantais avec un pote lors de la séance justement, je disais, mais en fait, Cassie Lang, c'est juste Ant-Man 3. La Guêpe, c'est Ant-Man 2 et Ant-Man, c'est Ant-Man 1. Ils ont aucune différence tous les trois. Parce qu'en plus, même en termes de mise en scène, de réalisation, c'est dommage parce que, vu que son père apprend à Cassie comment se battre vite fait autour d'une scène, ça veut dire que Cassie va se battre comme Ant-Man durant tout le film. Du coup, la seule différence qu'il y a à l'écran entre les deux personnages, c'est la couleur du costume. Donc je trouve ça dommage à ce niveau-là. Et pareil, il y a des facilités du genre, oui, le costume, donc je me suis créé un costume, mais oui, comment, pourquoi? Les gens se créent des costumes comme ça maintenant? Explique-nous, tu vois, peut-être que tu as repris un costume de ton père ou de ta belle-mère, que tu l'as juste pas enviolé. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, dis-nous. Pareil, le truc de la zone quantique, bon, ils le font à 3 avec Hank, de ce que j'ai compris, mais ça sort un peu de nulle part. Comment est-ce que Cassie a réussi à avoir des compétences, par exemple, scientifiques? Ça pourrait être intéressant. Hank qui sert pas à grand-chose, bon, c'est assez regrettable, moi je trouve. Il est juste là pour envoyer ses fourmis à la fin. Mais pendant tout le film, tu comprends pas, le mec, il va se bourrer la gueule au bar dans la zone quantique. Et en vrai, ça m'a fait rire, et je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est drôle, quoi. Mais ça n'a tellement rien à foutre dans son personnage, par rapport en tout cas aux deux premiers films. Il y a tellement pas de transition qui est faite à ce niveau-là, que ça en devient genre super bizarre, en fait. Donc voilà, et pareil pour la fin, où comme par hasard, Kang et Ant-Man se battent près du cœur là multiversel. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Où là, ça fait très facile. Au bout d'un moment, tu vois qu'ils se battent près du truc, tu sens que le truc va servir. Voilà, et évidemment, Ant-Man, il met ses petites particules dedans, et hop, ça emprisonne Kang dedans, et hop, Kang meurt. Voilà, c'est là où je vous disais qu'en fait, on sent que ce Kang-là, il est puissant, mais il peut être encore beaucoup plus puissant. Rien que, par exemple, celui qui demeure dans Loki, en soi, il était plus puissant que Kang, moi, je trouve. Parce que lui, il avait un coup d'avance sur chaque coup de poing, coup de pied, tout ce que tu veux, que Loki essaie de lui donner au début, avant qu'il rentre dans l'ascenseur, je crois. Voilà, lui, il avait vu le futur, donc en fait, tu peux pas te battre contre lui parce qu'il va esquiver tous tes coups, il sait exactement ce qui va se passer. Lui, tu sentais cette puissance, tu sentais la notion du temps, en fait. Là où dans Ant-Man, en vrai, la notion du temps, tu la ressens pas trop, tu ressens que Kang est puissant, oui, parce qu'il a une technologie qui vient du futur et qu'il peut faire plein de choses, etc. Mais à côté, en termes de connaissances, tu vois qu'il en sait pas mal, mais il te dévoile jamais rien. Donc tu peux pas connaître l'ampleur de son charisme, dont lui il a conscience, on va dire, à l'intérieur, entre guillemets. Donc moi je trouve ça dommage, mais en même temps je me dis, c'est normal, c'est qu'un film Ant-Man, il garde le meilleur pour la fin, en fait. Et en vrai, contre Ant-Man, t'as pas non plus besoin, et ça on l'avait tous dit, et ça a été notre première remarque, quand on a vu en fait que Kang allait apparaître pour la première fois dans Ant-Man 3, on s'est tous dit, mais il va l'écraser Ant-Man. Kang, un des méchants les plus puissants Marvel, qu'est-ce qu'il vient foutre dans un film Ant-Man? Et en vrai, ils l'ont plutôt bien justifié ça dans le film. Ils l'ont plutôt bien... En tout cas, ils ont plutôt bien adapté ce variant de Kang pour qu'il soit un peu plus à l'échelle d'Ant-Man. Donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose pour l'instant en termes de spoiler. Si, il y a évidemment toutes les scènes avec le monde quantique que j'ai trouvé plutôt cool, notamment Monsieur Trou. J'ai appelé comme ça, d'ailleurs je crois que la VF c'était Donald Renew, mais je suis pas sûr. Monsieur Trou, au début je me disais, bon c'est van et tout, ouais, ça se rapprochait un peu de Thor 4, en vrai je commençais à avoir peur. Et en vrai ça passe plutôt bien, surtout que le personnage à la fin il devient totalement badass, il bouffe tout le monde.
Moi, c'est totalement mon délire, ça la Ratchet et Clank un petit peu. Donc, j'ai adoré. Bon, petit point faible concernant le télépathe. Lui, je pense qu'il y a eu des coupures au montage, le télépathe, là, avec l'acteur qui joue dans The Good Place, notamment. Parce que il a juste deux scènes où il va lire dans les pensées. D'ailleurs, c'est des scènes un peu de blague qui sont là, par contre, un petit peu relou, je trouve, parce qu'elles durent un peu trop longtemps. Et ensuite, tu le revois plus. Et alors, tu te dis, bah, en fait, il aurait pu lire dans la tête de Kang. C'est peut-être qu'une histoire se serait réglée beaucoup plus vite. Je sais pas, s'il avait réussi à l'approcher, peut-être qu'il y aurait pu y avoir un plan avec lui qui lit dans les pensées de Kang pour connaître son plan, pour savoir ce qu'il va faire ou autre, je sais pas. Et mais écoutez, franchement, je suis, pour conclure un petit peu, parce que sinon on va pas arrêter de parler là tous ensemble, et j'aurai l'occasion d'en reparler d'Ant-Man, je sais pas où, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est sûr. En vrai, ça va, ça fait le café, oui, les effets spéciaux sont pas ouf, mais en vrai, le film est créatif, la direction artistique derrière est plutôt intéressante, je trouve. Et t'es tellement plongé dans un univers qui est totalement frais et différent de ce qu'on connaît de base, que, disons que tu vois les effets spéciaux, mais pourtant vous le savez, hein, je suis le premier à dire, ouais, le MCU, She-Hulk, c'est dégueulasse et tout, mais je sais pas, là, c'est la première fois en vrai que ça me fait ça, mais j'étais tellement immergé, je voulais tellement voir à droite à gauche ce que cachait la zone quantique, comme créature, comme couleur, comme portail, etc., que j'ai pas, voilà, je me suis pas attardé là-dessus. Et là, je viens de penser aussi, je trouve ça dommage qu'on n'exploite pas un peu plus cette notion de hors de l'espace et hors du temps, en fait. Parce qu'on voit que dans le TVA, j'allais dire, mais voilà, c'est un petit peu là où j'en viens aussi. On voit que dans la zone quantique, il y a plein de portails à droite à gauche, donc tu sens que c'est l'épicentre, mais comme dans les comics, pas du multiverse, mais ouais, un petit truc comme ça, on dirait que tu peux aller en tout cas dans plein de dimensions. Et jamais c'est exploité, jamais c'est montré, on te dit juste une fois que c'est hors de l'espace et du temps. J'ai eu l'ADN d'Ant-Man, j'ai eu l'ADN familial, j'ai eu un Jonathan Majors qui jouait très bien, j'ai eu du Kang, un petit peu en tout cas. Je suis content, je suis satisfait du film. Oui, MODOK, pas ouf, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis, je ne sais pas, ils auraient pu ne pas le mettre, ça aurait été pareil. Oui, il y a des choses qui sont un peu reloues, le film est loin, loin, loin d'être parfait, hein, vous l'avez vu de toute façon. Mais j'ai passé un bon moment. Et ça c'est le principal parce que j'avais très très peur et ça faisait depuis, comme je l'ai dit, Doctor Strange 2, que j'avais pas passé un moment, on va dire, agréable, sans parler non plus de masterclass ou je sais pas trop quoi, mais juste agréable devant un film Marvel, sans me prendre la tête et m'arracher les cheveux, parce qu'ils respectent pas le personnage, ou parce qu'ils respectent pas les effets spéciaux, enfin trop en tout cas. Ouais, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Ou le pouce bleu aussi, ou les deux, si vous êtes gentil. Je sais que vous l'êtes. Vous êtes gentil dans cette communauté. Et puis, écoutez, on se dit à très vite. On aura l'occasion de reparler d'Ant-Man autour d'une prochaine vidéo, théorie ou je ne sais pas. Peut-être que je referai une autre vidéo critique, c'est possible, pour essayer de mettre en ordre certaines idées. Parce que c'est vrai que cette vidéo, elle était vraiment en mode... critique à chaud, voilà, je viens tout juste de sortir de la salle, donc je vous ai vraiment sorti ce que j'avais en tête pour vous donner une première impression. Et puis voilà, des bisous tout le monde, prenez soin de vous, des bisous.